Bonjour Madame la Première ministre. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'accorder cet entretien à TV5 Monde ici à Bakou lors de la COP29. L'enjeu de ce sommet, ça a été beaucoup dit, c'est la finance. Certains estiment qu'il faudrait entre 1000 et 1300 milliards de dollars par an pour l'Afrique afin qu'elle puisse atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Vous pensez que les pays africains vont réussir à négocier un tel montant ? Je pense qu'en termes de volonté, qui veut, peut. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une position où non seulement on veut, et je pense que la majorité des pays sont dans cette perspective-là, voir comment on peut préserver la planète, préserver son environnement, et en même temps, il va falloir donner un certain nombre de compensations pour ça, et donc on est dans ce processus-là. Alors quand vous parlez des compensations, vous parlez notamment du fonds de pertes et dommages, c'est ça ? Notamment, oui. Il s'agit exactement de ça, comment arriver à l'opérationnaliser. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé, mais on n'est pas encore arrivé à des actes concrets. Vous savez, quand vous avez une population, des hommes, des femmes et des enfants qui dépendent justement de cette forêt, qui vivent de la coupe de bois et qu'on leur demande aujourd'hui de changer, d'avoir d'autres alternatives de mode de vie, il va falloir trouver une solution pour pouvoir leur trouver des moyens de vivre mieux, enfin de préserver cette planète pour nous tous. Et donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que nous voulons le faire ou pas ? Alors le négociateur de la RDC à la COP, Tozim Panou, a déclaré, je cite, que souvent l'argent est là mais nous n'arrivons pas à y accéder. Quel mécanisme devrait être mis en place selon vous pour pouvoir accéder à cet argent ? Écoutez, les mécanismes, on s'est mis d'accord sur ça depuis longtemps, ça existe. Nous avons fait notre part du travail, nous avons mis en place tous les plans nationaux d'adaptation, tous les éléments, tous les mécanismes qu'on nous a demandé de mettre en place, on l'a fait. Aujourd'hui, nous avons même une autorité de régulation pour le carbone, etc. Mais maintenant, au-delà de ça, c'est question de vraiment de voir comment on va se mettre ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant pour essayer d'évoluer et pouvoir capter ce financement. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique. Donc, nous devons aller sur des discussions pour voir comment nous, en tant que pays, avec une population qui a des besoins, en tant que pays responsable, nous préservons notre environnement, mais aussi comment nous pouvons travailler sur nos minerais critiques, produire avec une valeur ajoutée, produire localement, ce qui nous permettrait de créer des emplois pour notre population et ensemble on pourra avancer. Donc il y a d'un côté l'accès à des financements en termes de compensation, mais de l'autre côté c'est vraiment en termes d'investissement, comment on s'assure d'avoir le secteur privé qui vienne avec des investissements qui vont nous permettre d'avancer et de pouvoir créer des emplois à l'interne. Alors justement, est-ce qu'à la fin de cette COP, vous attendez des engagements très concrets pour vous ? C'est quoi absolument la priorité pour la RDC ? Écoutez, ça serait vraiment dommage qu'on se retrouve l'année prochaine dans la COP 30 sans aucun engagement. Donc là, maintenant, il y a une responsabilité de part et d'autre de voir comment le faire. On vient d'avoir une réunion de chefs d'État de l'Union africaine pour justement parler encore de ces financements et voir, et on s'est mis d'accord sur une déclaration commune, un engagement, parce qu'on estime que, par exemple, aujourd'hui, ces ressources naturelles dont nous disposons, notamment à travers le bassin du Congo, ces minerais, etc., devraient être calculées en termes de richesse, devraient être permis d'être prises en compte dans le cadre, par exemple, de notre produit intérieur brut. Et donc, ça devrait constituer un asset pour nous à pouvoir accéder à des financements, par exemple. Donc, c'est tout un processus sur lequel on est en train de travailler et on espère qu'on sera entendu. L'Afrique arrive à parler d'une seule voix, selon vous ? En tout cas, ça, c'est l'exemple que nous avons fait cet avant-midi. Et je pense que nous allons continuer ensemble. Alors, quittons la COP maintenant et parlons un peu de la situation à l'est de votre pays, la situation très compliquée avec le Rwanda. Est-ce que vous accusez toujours le Rwanda de soutenir le M23 ? Et qu'attendez-vous du Rwanda ? Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo qui accuse. Il y a des rapports des experts des Nations Unies qui l'ont confirmé. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Nous, on le dit sur base de documents concrets qui ont été vérifiés. Et donc ce que nous attendons de notre voisin le Rwanda, c'est d'arrêter.
Au nom de quoi peut-on aujourd'hui continuer à tuer des hommes, des femmes, des enfants, de continuer à violer? Il faut combien de morts pour que cela cesse? C'est ça la problématique. Nous avons commencé, d'ailleurs avec le président Tshisekedi, d'aller plutôt dans une discussion de pays voisins pour voir comment, ensemble, on pourrait se retrouver dans un partenariat gagnant-gagnant. Ça n'a pas marché. On s'est retrouvés en guerre aujourd'hui. Nous continuons à considérer aussi la voie diplomatique. C'est pour ça que nous continuons à travailler dans les accords de Luanda. Mais je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le cas de notre voisin pour dire « mais non, ça suffit, on arrête la guerre et on pense à nos populations ». Depuis quelques semaines, on constate que le M23 gagne du terrain. Pourquoi, selon vous? Vérifiez l'information que vous avez. On dit qu'elle gagne, mais on vous dit aussi qu'elle recule. Ce groupe armé supplétif du Rwanda recule. Il y a des allers-retours. Voilà, et ça fait des semaines qu'on dit que le M23 sera à Goma, donc on parle beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la médiation avec l'Angola? Elle marche, selon vous? Disons que c'est un processus qui a été lancé. Nous sommes de bonne foi, nous avons accepté le cessez-le-feu. Maintenant, nous attendons de voir les résultats de tout ça. Tout ce que moi je peux dire, nous avons des populations qui sont victimes de tout ça. Nous avons des femmes qui sont aujourd'hui violées. Le viol est pratiquement une arme de guerre aujourd'hui. Nous avons des populations déplacées et ça ne peut plus continuer. Il faut que ça cesse. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dit qu'il était favorable à un changement de constitution. Vous partagez son point de vue? Écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Mais vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue? Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Maintenant, on va devoir se mettre d'accord sur ce qui devrait être revu et ce qui ne devra pas être revu. Tout ça, d'ailleurs, est cadré par cette constitution qui, d'ailleurs, est une constitution révisée. Alors, certaines personnes de l'opposition disent que le but du président Tshisekedi est de rester au-delà des 2 mandats. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il le dit sur quelle base? Posez-leur la question, puisque c'est eux qui le disent. Posez-leur la question. Il le dit sur quelle base? Oui. Non, mais comment voulez-vous que je réponde à des questions qui viennent des réponses qui viennent d'autres personnes? Posez-leur la question pour savoir sur quelle base ils peuvent avancer cela, puisque ce n'est pas ce que le président a dit. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cet entretien donné à TV5 Monde. Merci à vous.